Chaque premier lundi du mois d'octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. Cette année, l'accent est mis sur le logement des populations rurales et ménages à faible revenu. Nous irons dans ce 12h30 à la rencontre d'un jeune Ivoirien qui a bien perçu la notion d'entrepreneuriat. Il décide de faire de la peinture sa passion, une source de revenus. Une infirmière espagnole atteinte de fièvre Ebola à Madrid, c'est la première contamination en dehors du continent africain. Voilà les grands titres de ce 12h30. Bonjour et bienvenue. Présent depuis le 5 octobre dernier en terre coréenne et ce jusqu'au 9 octobre prochain, le président ivoirien Alassane Ouattara effectue une visite officielle sur invitation de son homologue sud-coréenne. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Elle est annoncée pour très prochainement la fermeture de la décharge d'Akwedo. L'information a été donnée au cours d'un point de presse animé par Alexandre Nguessan, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Environnement. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Le riverain de la décharge d'Akwedo demande la fermeture du site. Les raisons évoquées sont principalement d'ordre sanitaire, une véritable préoccupation pour le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. À travers un point presse, Alexandre Nguessan, directeur de cabinet adjoint de cette institution, rassure les populations d'Akwedo de la prise en compte immédiate de leurs préoccupations. Depuis 2007, la volonté de fermeture de cette décharge a été exprimée par le gouvernement. Par la suite, cela a fait l'objet d'un protocole d'accord entre le gouvernement et Akwedo avec des deadlines permettant à l'État de pouvoir s'organiser pour avoir des sites alternatifs. Ce que nous comptons faire vraiment le plus rapidement possible, c'est de rendre fonctionnels d'autres sites d'évacuation des déchets. Nous aurons négocié avec 2 opérateurs privés qui détiennent des terrains qui vont servir de centres d'enfouissement technique, mais de véritables centres. Ça sera donc des centres modernes où toutes les pollutions seront contrôlées avec réhabilitation immédiate des différentes alvéoles qui vont être utilisées. Donc nous allons rentrer vraiment dans une gestion intégrée moderne des déchets pour la ville d'Abidjan. Je vous le disais dans les titres, chaque premier lundi du mois d'octobre depuis 1986 est célébrée la Journée mondiale de l'habitat. Cette journée a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies et l'un des objectifs majeurs est de réfléchir sur l'état des villes, mais également sur le droit fondamental de tout citoyen à un logement décent. Cette journée est donc célébrée hier lundi 6 octobre. On fait le point avec F. Boué et Serge Coléa. L'accès à un logement décent demeure une préoccupation en Côte d'Ivoire. Dans leur désir d'être propriétaires, les couches défavorisées et les populations à faible revenu sont freinées par les coûts élevés des logements. Je suis un ouvrier. Par rapport à ces petits moyens que nous avons de temps en temps, si on pouvait nous permettre, ne serait-ce que peut-être aujourd'hui je loue une maison, mais mettre ce que je loue, par exemple faire des maisons genre location-vente. Nous, on était à Washington. Pour louer maison, on a des problèmes. 450 000 à Cocody commune. Quand tu vas dans les Abobo, on te donne 8 mois, 9 mois, 1 an de caution. Aujourd'hui, moi je suis à Kougon, Jesco. Bon, mais vraiment c'est difficile. Oui, j'ai loué une maison. Si j'ai ma propre maison, mes enfants demain, ils ne vont pas trop souffrir, ils seront chez eux. Une maison décente et peu coûteuse, c'était le rêve de Sungali Ouattara, handicapé physique vivant à Boniredougou dans le département de Dabakala. Il vient de recevoir les clés de sa maison, une action de l'ONG Habitat for Humanity. On avait toutes les difficultés. La maison était vraiment beaucoup fatiguée. Vraiment, mais par manque de moyens, on vivait dedans comme ça. Aujourd'hui, on a eu une nouvelle maison. À l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat célébrée le premier lundi du mois d'octobre, Jean-Jacques Yao, directeur national de Habitat for Humanity, fait un plaidoyer pour la cause des sans-abri et des personnes vivant dans des conditions difficiles. Il y a des enfants, des vieux, des femmes chefs de ménage, des femmes veuves, des handicapés qui n'ont pas accès au logement. Nous apportons effectivement donc notre appui au gouvernement pour permettre de loger cette frange de la population.
Au total, 1600 logements sociaux ont été construits pour les populations rurales de Côte d'Ivoire par Habitat for Humanity. L'ONG est présente sur le territoire ivoirien depuis 1999. Le recyclage des matériaux et du textile est une réelle opportunité d'emploi ici, en Côte d'Ivoire. Récemment, les chercheurs et inventeurs ivoiriens l'ont si bien démontré. C'était au cours d'une rencontre d'affaires organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ami Sissoko, Serge Koléa. Du matériel de construction à base d'argile et de sciure de bois, du papier recyclé en plaques pour plafond, des tiges de bananes transformées en mèches pour les cheveux et des emballages alimentaires biodégradables à base de tiges de canne à sucre et de maïs. Ce sont quelques-uns des résultats des travaux menés par 13 chercheurs et inventeurs ivoiriens. Ces travaux ont été présentés au forum d'échange autour du thème « Matériaux de construction, matériaux textiles » et recyclage. Nous avons fait des briques légères en incorporant à l'argile de la sciure de bois ou des copeaux de bois, ce qui fait une économie d'énergie et en transport, mais économie d'énergie dans sa maison parce que sa maison va être plus fraîche. L'initiative est de la direction de la promotion, de la valorisation, de la recherche et de l'innovation technologique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif, faire connaître et mettre en valeur les projets des inventeurs et chercheurs en vue d'intéresser les investisseurs. C'est une façon de montrer que les résultats de la recherche peuvent répondre à certaines problématiques que rencontre le gouvernement ou les entreprises et peut également participer à la compétitivité de certaines entreprises par rapport à des résultats innovants. Depuis près de 2 décennies, nous avons constaté l'inadéquation entre formation et emploi et la non-diffusion des résultats de la recherche. Le ministère de l'Enseignement supérieur souhaite aujourd'hui marquer le pas. Il s'agit de promouvoir les produits de la recherche et permettre aux partenaires de pouvoir les mettre en valeur. À travers ce forum, autour du thème matériaux de construction, matériaux textiles et recyclage, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut promouvoir la création de nouvelles entreprises afin de réduire le chômage des jeunes. La peinture sur de la crétonne ou du velours de passe-temps, elle est devenue la passion de l'Ivoirien Aristide Koné. Diplômé en marketing international au Maroc, ce jeune homme de 26 ans décide de dévier à l'art par manque d'emploi. Un talent caché qui devient au fil des ans son métier. Et son exemple d'entrepreneuriat, il souhaite le partager avec l'ensemble de la jeunesse de son pays. Suivons ensemble ce reportage signé Koné Pargassoro. Aristide, cet Ivoirien de 26 ans habite le quartier Faya dans la commune de Cocody. Après ses études au Maroc, il obtient son diplôme en marketing et gestion des affaires internationales. Depuis son retour au pays en octobre 2013, Aristide est au chômage. Il décide donc de mettre à profit son talent caché de peintre pour subvenir à ses besoins. Je suis de retour dans mon pays. C'est une passion qui est en moi, un talent qui est en moi et que je veux développer dans mon pays. Parce qu'au niveau de l'art, je constate que la musique est développée, la comédie est développée, mais la peinture reste encore très en retard. Sa particularité, la peinture des tableaux sur du velours. Le dessin sur le velours donne un effet particulier, si vraiment l'on le maîtrise, parce que sur le velours, on ne dessine pas avec la peinture acrylique, c'est plutôt avec de la peinture à l'huile. Et il y a certains talents à maîtriser pour pouvoir y arriver. Des portraits de footballeurs, d'artistes, d'hommes politiques et bien d'autres visages connus, cet autodidacte en la matière n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour parfaire son art, il sollicite l'aide de bonne volonté. Je n'ai pas des moyens pour les encadrer, pour pouvoir organiser une exposition et tout ça. Comment informer les personnes concernées dont j'ai fait les portraits, parce que c'est une occasion que j'aimerais saisir pour pouvoir leur remettre cela. Né à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, Aristide souhaite à sa manière participer au développement de son pays en apportant son.
La fistule obstétricale est l'incapacité d'une femme à retenir son urine. Le mal touche en Côte d'Ivoire de nombreuses femmes. Un centre de réparation de fistules existe désormais au sein du centre hospitalier régional de San Pedro. Allons à la découverte de ce centre avec notre reporter Serge Coléa. La fistule obstétricale est une lésion entre la vessie et le rectum survenant à la suite d'une grossesse compliquée. Cette maladie se manifeste par l'impossibilité de la femme à pouvoir contenir ses urines, l'empêchant de mener une vie sociale normale. Ça me fait 19 ans que j'ai ça. Je perds les urines sans me contrôler. Dans la nuit, je me mouille, je suis obligée de faire les lessives chaque jour que Dieu fait. À San Pedro, il existe un centre pour la prise en charge des femmes. Il a été construit par le Fonds des Nations Unies pour la population. Le centre a été équipé en août dernier et est désormais opérationnel. Le but du centre, c'est de prendre en charge toutes les femmes porteuses de fistules de la région et même d'ailleurs, voilà, le plus efficacement possible, pour leur permettre de mener une vie normale comme tout le monde. Pour le docteur Yate Pakom, médecin gynécologue obstétricien, ces patientes sont souvent victimes de rejet. Ce sont des dames qui sont rejetées par la société, qui sont cachées. Aujourd'hui, avec l'ouverture de ce centre, elles sont prises en charge, elles sont opérées, donc elles vont guérir de cette fistule obstétricale pour pouvoir intégrer la société, mener correctement leurs activités. Les patientes du centre de réparation de fistules obstétricales de San Pedro espèrent sortir de ce lieu avec la guérison, mais surtout avec plus de dignité. Un cas suspect d'Ebola a créé la panique récemment aux deux plateaux quartier Colombie. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ce n'était pas un cas de fièvre Ebola. Mais le ministère de la Santé rassure et appelle à dénoncer tout cas suspect. Dernier, le 2 octobre, nous avons été saisis du cas d'un malade à Cocody, au quartier qu'on appelle Colombie. Nos équipes se sont déployées dans les 30 minutes, mais à leur arrivée, ils ont trouvé une personne déjà décédée, raide, c'est-à-dire qu'il était déjà mort depuis longtemps. Renseignement pris, c'est un jeune Guinéen qui est en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, qui n'est pas retourné dans son pays d'origine et qui était malade depuis bien longtemps. Et que sa situation ressemblait bien fort à un cas de tuberculose. Ce cas ne répond pas du tout à la définition d'Ebola, de la maladie à virus Ebola que nous utilisons pour travailler dans ce pays-là. Ce n'est pas un cas d'Ebola. Il faut rassurer la population. Il y a des choses qui sont dites dans la presse. J'affirme que ce n'est pas un cas d'Ebola. S'il y a un cas, la procédure que nous avons mise en place, c'est de faire le prélèvement sur tous les cas suspects. L'Institut Pasteur fait l'analyse. Si c'est positif, c'est Madame la ministre elle-même, au nom du gouvernement, qui va faire l'annonce. Ça ne se fera pas à travers les rumeurs, à travers la presse. Ça sera elle-même qui viendra pour annoncer à toute la population et les mesures qui seront prises seront annoncées à l'occasion. En bref, une infirmière espagnole a contracté le virus Ebola au contact d'un patient à Madrid. Il s'agit de la toute première contamination en dehors du continent africain. Le patient en question, c'est ce religieux espagnol qui avait été contaminé puis rapatrié de la Sierra Leone le 21 septembre et qui est finalement décédé. Rendons-nous maintenant à Madagascar où la lutte contre les violences faites aux femmes fait l'objet de nombreuses campagnes de sensibilisation. Pour Marie, c'est une journée particulière. Accompagnée de ses deux filles, elle vient participer à une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. De l'animation en plein centre de Tananarive pour attirer l'attention sur un problème très répandu. Une femme sur deux est concernée. Grâce à l'aide d'une association, Marie se sent plus libre et ose témoigner. Il frappe toujours mes deux enfants quand ils se disputent avec moi. Les enfants se mettent à genoux pour le supplier de ne pas me frapper, mais il nous frappe toutes les trois. Une fois, ma fille aînée est allée se cacher dans un poulailler tellement elle avait peur. Depuis que les femmes malgaches savent qu'elles peuvent être soutenues, accompagnées, les langues se délient. Stéphanie n'a que 23 ans. Les violences physiques et psychologiques rythmaient son quotidien.
Un calvaire qu'elle subissait comme une évidence. Quand il rentre le soir, il cherche à se disputer avec moi. Il jette le repas que j'ai fait pour lui. Il refuse de manger comme si j'étais une sorcière qui lui donne à manger. Il casse les assiettes, il me bat, il me crie dessus. Dans la rue, des brochures sont distribuées aux passantes pour leur expliquer comment faire en cas de violence conjugale, leurs droits, les démarches à suivre. Une initiative rare dans ce pays où le sujet reste tabou. Les femmes malgaches sont éduquées à ne pas laver leur linge sale en public, à supporter des souffrances dans leur famille. Donc elles subissent beaucoup les violences. En 4 ans, 1500 femmes seulement se sont confiées aux associations de lutte contre les violences conjugales. La plupart des victimes refusent de porter plainte pour ne pas envoyer en prison le père de leurs enfants. La violence conjugale est passible de 3 mois jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ferme. Au Brésil, la campagne électorale pour la présidentielle a repris de plus belle après le premier tour qui a vu la victoire de Dilma Rousseff et d'Aécio Neves, mais aussi la défaite de Marina Silva, la candidate écologiste. Le second tour, qui aura lieu le 26 octobre prochain, va donc se jouer entre la présidente sortante Dilma Rousseff et le candidat du Parti socio-démocrate. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Merci de votre aimable attention et excellent début d'après-midi.